Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais juste voir si tout était bien lancé. Heu, on peut se dire bonjour dans le chat, comme ça je m'assure que tout est bien lancé. Hop, voilà, je propose qu'on attende une petite minute. Vérifie. Hop, donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre présence. Je suis Marine, Marine Broglie. Je suis associée chez Grant Thornton. En charge des volets cyber, data et IA et où j'accompagne des organisations sur la gouvernance de la donnée d'une façon générale, la conformité réglementaire, la protection des données et bien entendu les systèmes d'intelligence artificielle qui vont nous occuper un petit peu aujourd'hui. Alors, le sujet de cette heure, il est, volontairement formulé de façon un petit peu exigeante. L'idée, c'est, on a dit, déployer l'IA agentique en confiance avec sécurité, conformité et maîtrise. Plus qu'un vœu pieux, on n'est pas, heu, on n'est pas sur, un vrai vœu pieux, hein. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à non pas à couper l'agentique, mais au contraire de l'accompagner en étant dans une certaine forme de maîtrise. Pourquoi? Parce que on n'est plus vraiment sur un débat, sur de la génération de texte comme on l'a été pendant un de texte et puis d'images ou de vidéos comme on a pu l'être, ces derniers mois. On parle là de systèmes qui sont capables de se connecter à des outils, d'accéder à des données, d'exécuter des actions et parfois même un peu d'itérer sans validation humaine à chaque étape. Alors, l'idée, c'est qu'on passe, environ 50 minutes où je vais parler, beaucoup, puis où on aura 10 minutes de questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat au fil de l'eau, hein, et je les prendrai en fin de session. Si j'y arrive, j'essaierai de les faire au fur et à mesure. Mais pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous le savez, j'essaye de faire au fur et à mesure. À défaut, en tout cas, on se garde un temps à la fin pour que vous puissiez poser vos questions de façon, détaillée. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir, quels sont les risques, on va en reparler, hein, tout ce qui est un petit peu, prompt injection, mésusage d'outils, droit qu'on appelle excessif, alors, c'est du privilege, tout ce qui est supply chain, tout ce qui est aussi supervision humaine et l'idée, c'est que vous puissiez repartir en fait avec un cadre de déploiement qui soit assez, pratique. Comment est-ce qu'on qualifie un agent? Déjà, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est devant un agent? Comment est-ce qu'on borne son autonomie? Et puis surtout, comment est-ce qu'on va tracer ses actions, et l'arrêter? Et puis surtout, comment on documente aussi, sa maîtrise? Donc, heu, là, enfin, vous allez voir, hein, toute l'idée à la fin, c'est de dire, en fait, le problème, c'est pas est-ce qu'on va faire confiance au modèle ou est-ce qu'on va pas faire confiance au modèle? Mais en fait, c'est plutôt de comment est-ce qu'on fait pour concevoir un système qui soit suffisamment maîtrisé pour rester acceptable, même quand le modèle va se tromper ou même quand il est, manipulé ou quand un composant va mal se comporter? C'est un peu ça l'idée. Donc notre programme du jour, à nouveau, dans nos 50 petites minutes, première étape, on revient un petit peu sur la stratégie et la trajectoire 2022-2026. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces dernières années? Comprendre ensuite, dans la deuxième étape, ce qu'est un agent, comment il fonctionne et pourquoi ces architectures, en fait, ont accéléré ces derniers mois. On regarde ensuite les zones de risque, notamment en les illustrant par des incidents qui sont publics, hein, et dont vous avez probablement entendu parler. Et puis ensuite, on passera sur la parade, comment est-ce qu'on met en place une gouvernance, de la sécurité technique, et puis ensuite on passera éventuellement à vos questions si vous en avez. Volontairement, on va consacrer pas mal de temps sur les risques et les remèdes. Pourquoi? Parce que, l'objectif, c'est que vous ayez bien en tête les points de contrôle qui sont à mettre en place pour passer, en fait, un petit peu du POC à la production. Voilà. Donc
Ah mais j'ai un petit problème sur mes slides, c'est pas les bons slides. Bon, c'est pas très grave, je vais m'y retrouver quand même. Alors, on va déjà commencer un petit peu par le contexte. L'idée, ça va pas être de refaire l'histoire de l'IA générative, hein, mais vraiment de comprendre un petit peu la bascule, ce qui s'est passé ces derniers temps pour qu'on en arrive là. Donc justement sur qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Alors 2022, l'IA, enfin l'IA générative, hein, parce que l'IA, comme vous le savez, l'intelligence artificielle et les systèmes d'intelligence artificielle, quand on parle notamment, dans le cadre des réglementations qui sont applicables, heu, c'est très, protéiforme d'une façon générale et là, dans ce qu'on a vu surtout en 2022, avec, l'avènement de ChatGPT, ou en tout cas, c'est pas l'avènement parce qu'en réalité ChatGPT existait déjà, un petit peu avant, mais c'est plutôt, son adoption par le grand public, c'est d'abord une interface de production de texte. En fait, j'ai un modèle qui est face à moi, qui va rédiger, qui peut reformuler, qui va synthétiser, qui va même traduire, hein, mais en fait, l'humain conserve toujours la maîtrise opérationnelle. En fait, c'est lui qui fait, les vérifications, c'est lui qui fait les copier, les coller. La plupart du temps, d'ailleurs, il y a même pas d'intégration, je fais juste des copier-coller. Ça, c'est 2022. Ensuite, en 2024, on a l'avènement de ce qu'on appelle les copilotes. C'est ce que vous connaissez notamment dans Microsoft Copilot, pour ne pas les citer. Mais en fait, là, on va intégrer les systèmes d'intelligence artificielle dans des outils de travail. Donc là, on a un gain qui est un petit peu plus proche, du processus métier, mais en fait, on reste toujours sur de la génération. En fait, on rédige dans Outlook des emails, on synthétise, dans Teams, on fait de l'assistance dans un CRM. C'est ce que vous allez retrouver dans plusieurs outils qui vont vous dire: «Bah, ça y est, on embarque de l'intelligence artificielle». C'est des petits volets d'assistance et on fait un peu d'aide au développement. Donc ça, c'est sur la partie, codage. Mais globalement, l'action, elle reste essentiellement humaine. En gros, on va avoir un système d'intelligence artificielle qui va assister et l'utilisateur qui valide. En 2025, là, on a, un petit changement sur lequel on va revenir, un petit peu plus en détail. Mais en fait, c'est la bascule du passage de ces copilotes vers l'architecture. Donc c'est ce qu'on appelle les connecteurs, avec des workflows qui sont orchestrés et le tout basé sur des protocoles sur lesquels on va revenir un peu plus en détail, comme le MCP. Là, bah, du coup, avec une possibilité pour le modèle d'appeler des outils de façon un petit peu structurée. Donc là, en fait, on se contente plus vraiment de produire une réponse, on peut déclencher des requêtes. Donc là, on va lire une base, préparer un envoi, modifier un objet métier, voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle le passage à l'agent. Et ensuite, en 2026, le sujet devient plutôt celui de l'IA agentique. Donc là, c'est plutôt un système qui va percevoir un contexte, qui va planifier des séquences d'actions, agir via des outils et qui va, sur la base d'un résultat qu'il va pouvoir observer et sur lequel il va pouvoir prendre du recul, ajuster son comportement. Donc en fait, c'est pas, une intelligence artificielle générale au sens où on peut l'entendre avec, une super, intelligence, qui serait meilleure que l'homme. On n'est pas du tout là-dessus, hein. On est vraiment juste sur une architecture d'exécution qui est fondée sur des modèles, des permissions, qui a le droit d'avoir accès à quoi? Des connecteurs et surtout, point très important, des boucles. Donc point qui est quand même, un petit peu important, c'est que, en 2025, on estimait l'agentification ou en tout cas l'usage des systèmes d'intelligence artificielle à 5. Les ambitions à fin 2026, enfin les ambitions, en tout cas les prévisions de Gartner sur lesquelles, à nouveau, il va falloir prendre beaucoup de recul parce que c'est pas parce que Gartner le dit que ça devient vrai, mais en tout cas, ce ne sont pas en tout cas des certitudes, mais c'est une anticipation, avec une intégration au sein des entreprises qui arriverait à une hauteur de 40. Bon, là, ça veut dire qu'on n'est plus vraiment dans le passage, enfin, en tout cas, l'adoption, donc mais
on a des chiffres qui viennent contredire cela, qui sont ceux de McKinsey. Donc bon, Gartner, McKinsey, chaque cabinet de conseil peut avoir un avis un petit peu différent. Eux, aujourd'hui, chez McKinsey, ils vont observer un écart qui est beaucoup plus important entre l'expérimentation et le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on aura peut-être effectivement 40 des entreprises, même si c'est beaucoup, hein, 40 des entreprises sur un tissu économique qui est très hétérogène. On anticipe en tout cas des systèmes qui seront en expérimentation dans 40 des entreprises. En tout cas, la conclusion qu'on doit en retenir, si on doit en retenir une, c'est qu'en gros, l'adoption, elle progresse plus vite que les dispositifs de gouvernance qui sont à mettre en place dans ces entreprises. Donc, heu peut-être que déjà, revenons sur ce qu'est l'intelligence artificielle agentique, enfin ce qui est l'IA agentique d'une façon générale. Et l'idée là ici, c'est qu'un même mot, et il faut vraiment comprendre, il y a une différence entre ce qu'on appelle un agent et l'IA agentique qui peut désigner plusieurs, réalités différentes. Donc ça peut être des workflows automatisés, ça peut être, des systèmes multi-agents plus complexes, mais l'idée, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu de quoi on parle. Et une différence qui est fondamentale, peut-être, la plus fondamentale, c'est qu'un agent va agir alors qu'un chatbot va vous répondre, ce qui n'est pas neutre. Et quand bien même on dit va agir dans sa réponse. Si vous prenez aujourd'hui, un Claude qui a pu créer les slides que vous voyez là, mmh, sur la base de plusieurs itérations, bien entendu, mais il a pu les créer. En fait, il n'a fait que me répondre, même s'il a généré un PowerPoint et que pour générer ce PowerPoint, il a fait appel à plusieurs skills qui lui sont intégrés. Il n'empêche aujourd'hui qu'il ne fait que répondre à un besoin. Il n'agit pas de son propre chef. Un agent IA, c'est un petit peu différent puisque lui, c'est un modèle de langage, bien entendu. On a la même fondation, hein, donc c'est ce qu'on appelle, alors, c'est pas du tout les world models, hein, c'est les modèles de fondation. Ce qui est intégré aujourd'hui dans une architecture qui va lui permettre de poursuivre un objectif et puis surtout d'interagir avec son environnement. Alors ça peut être de consulter des données, d'appeler des API, de créer des projets, d'envoyer des messages, de modifier des systèmes ou même de déclencher des workflows. Là, ce que vous voyez, que je vous ai mis à l'écran, c'est alors c'est pas une boucle, hein, mais en réalité, vous devriez l'avoir sous forme de boucle. Parce que, ce qui se passe, c'est que d'abord, il va percevoir une information, il va planifier et donc prévoir ses actions. Ensuite, il va faire ses actions, observer ses actions et de cette observation renaît la perception. Donc en réalité, on est vraiment sur une boucle plus que sur une vision linéaire. Comme quoi, vous voyez, Claude n'est pas aussi, toujours aussi bon, même dans une version, Fable 5, X, Y, Z. Mais du coup, en fait, là, on est sur un traitement de séquences et d'étapes qui, en fait, avant, nécessitaient l'intervention répétée d'un humain. Et en fait, c'est cette même propriété, de fait de pouvoir traiter justement ces séquences en étapes que va naître tout le risque lié à l'intelligence artificielle agentique. Donc enfin, c'est notamment le fait qu'il y a pas d'humain et de validation humaine qui se fasse à chaque tour de la boucle. Et en fait, plus l'agent va enchaîner les étapes, plus la maîtrise va être portée par l'architecture, notamment en termes de droit, de politique d'action, de validation de périmètre, et de capacité, d'arrêt. Et donc du coup, c'est l'architecture qui va la porter et de moins en moins l'humain. Le deuxième point, c'est que, l'autonomie, en fait, ici, elle se règle parce que si on reprend nos 3 versions, hein, j'ai des LLM, ensuite, je vais avoir de génération de texte, ensuite j'ai mes fameux copilotes et puis ensuite j'ai la vision agent. Un copilote, lui, ne fait que vous suggérer des actions. Je te suggère, vous si vous utilisez pas mal copilote dans, pardon, je vais y arriver. Pas dans Word, enfin si, dans Word, ça marche aussi puisque là, vous avez des copilotes agents en matière, juridique, mais là où il est le plus fort et où c'est le plus évident, c'est
sur Excel. Alors j'ai envie de vous dire c'est normal puisqu'en fait on ne fait que des maths, hein, ici. Hem et ben, en l'occurrence, là, dans le copilote, il va vous suggérer de faire telle et telle formule, mais il l'intègre pas sans que vous lui demandiez sans vous avoir demandé son avis. Là, on va avoir des agents qui sont différents, qui sont alors dans les agents, vous avez 2 niveaux d'agents, hein. On a ce qu'on appelle des agents supervisés qui vont exécuter à chaque fois après validation et puis on a ce qu'on appelle des agents autonomes qui lui agissent enfin qui eux agissent vraiment seuls, dans un périmètre qui est défini avec des seuils, des logs ou autres. Alors la vraie question que vous allez devoir vous poser, c'est sur tous les systèmes que vous avez aujourd'hui, quel est le niveau d'autonomie que vous lui avez accordé? Pour quelles actions? Sur quelles données? Et avec quelles preuves de contrôle? Parce qu'en vrai, ce sera beaucoup ça, le sujet. Alors, ensuite, si on reprend, l'anatomie d'un agent, en fait, c'est 5 composants. Donc si on ouvre un petit peu le capot, à quoi ça ressemble en dessous? Le premier morceau, c'est la partie, LLM que vous voyez, à gauche. Ça fournit en fait les capacités de compréhension, de génération, de ce qu'on appelle de raisonnement probabiliste et c'est ensuite l'orchestration qu'on va y mettre autour qui va transformer tout, un objectif qu'on va avoir validé, initialement en étapes qui sont exécutables. Donc c'est le deuxième volet, c'est-à-dire l'orchestration. On va vraiment décomposer le enfin pas le raisonnement, mais l'objectif en étapes. Vraiment comme si, comme quand vous créiez du code à l'époque et que vous vous dites: «Bon, bah, en fait, si demain je voulais arriver à développer ce logiciel, bah, en fait, comment je décompose mon processus?» Et d'une façon générale, même dans tout ce que vous faites, vous allez le découper en processus. Et ben, en fait, c'est exactement l'objectif de ce qu'on fait dans ce qu'on appelle l'orchestration. Ensuite, on va y mettre les outils sur lesquels on va les connecter. Donc, la plupart du temps, ça va être la messagerie, un ERP, un CRM, votre navigateur web ou des fichiers directement. Alors, ça peut être aussi d'autres outils via des API. Et c'est en fait tout ça qui va lui donner, enfin, c'est surtout ces outils-là qui vont lui donner en fait la capacité d'action. Et c'est pas tout à fait enfin, parce qu'après on a quand même la boucle d'autonomie, mais quasiment enfin, on va avoir la mémoire, qui elle va conserver le contexte au-delà d'une seule et même session et donc qui va en fait se nourrir de tout ce qui s'est passé et peut-être adapter les différentes actions. Et ensuite on a ce qu'on appelle, la boucle d'autonomie qui, bah, là pour le coup lui permet d'évaluer le résultat et d'itérer une nouvelle fois par rapport à la boucle que je vous ai montrée, mais qui ressemblait pas à une boucle avant. En fait, ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'on inverse le réflexe qu'on peut avoir habituellement. Habituellement, on parle souvent comme si le risque, il était entièrement dans le modèle, alors qu'en fait, là, le risque, il vient souvent de la combinaison. C'est-à-dire que c'est le modèle plus l'outil, le modèle plus la mémoire, le modèle plus les droits qui va à chaque fois créer une problématique et du coup, en fait, chaque composant est une surface d'attaque et on va multiplier en les mettant ensemble cette surface d'attaque. La mémoire va pouvoir être, polluée, le connecteur peut être un peu trop permissif et puis la boucle peut dériver, c'est-à-dire par rapport à ce que, j'ai vu initialement, bah, en fait, je vais changer légèrement le fonctionnement sur la suite. Donc vraiment, pour le coup, il faut avoir en tête que quand on parle d'IA agentique, on est d'abord sur un modèle tel que ceux que vous les connaissez, mais avec des permissions, des outils, des boucles et finalement, en fait, c'est un petit peu un collaborateur numérique qui aurait des accès. Alors, quand on parlait de logiciel, on avait essayé de mettre l'environnement qui était autour de l'humain dans un système d'information et là, finalement, c'est presque ce que nous, on est capable de faire qu'on va aller mettre dans un système d'information. Ce qui veut dire qu'on doit le gérer un peu comme tel, avec des règles telles qu'on peut les avoir en France. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une accélération, monumentale en 2026? C'est à l'aune de 2 grandes modifications qui sont en fait tout simplement une structuration de l'écosystème qui s'est un petit peu, standardisée. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle les MCP. Alors MCP, c'est pour, modèle, contexte, protocole,
qui en fait va complètement standardiser la connexion entre un agent et des outils ou des sources, données. En fait, on pourrait utiliser comme analogie, celle d'un espèce d'USB-C, de l'IA. C'est comme si vous mettiez des connecteurs qui permettent de brancher, des outils entre eux. Alors là, en l'occurrence, c'est des outils qui peuvent être très différents. Donc c'est comme si, le la co la le parallèle avec l'USB-C est très parlant parce qu'en fait, c'est comme si désormais, bah, vous pouvez brancher un téléphone, un ordi, et même une chaîne Wi-Fi, enfin une chaîne Wi-Fi, une enceinte sur un connecteur de la même manière. Bah, en fait, c'est exactement la même idée. Heu et donc, du coup, par défaut, il va pouvoir être branché à la fois avec des fichiers, des bases de données, votre messagerie, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vraiment cette espèce de connecteur, standardisé que tout le monde a accepté parce qu'initialement, ce n'était pas tout à fait le cas, hein, vraiment. Heu et donc cette standardisation a permis finalement une explosion, de l'agentique. Le deuxième élément qui s'est standardisé et sur lequel, qui apportait en fait une promesse qui est un petit peu différente, c'est ce qu'on appelle le agent to agent. Donc ça, en fait, c'est le A2A, qui permet en fait à des agents qui vont découvrir d'autres agents, d'échanger des tâches, de les déléguer, de coordonner des actions entre des environnements. Et donc là, de la même manière, c'est un protocole, hein, qui permet en fait de communiquer de façon différente. Je simplifie énormément, mais à dessein, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez que c'est ça qui permet de changer d'échelle et que ces MCP ne et que ces 2 technos, hein, qui enfin, qui sont pas vraiment des technologies, mais des protocoles, sont structurants dans la façon dont nos agents vont pouvoir communiquer entre eux. Donc en fait, avec ces deux modèles, ce qu'on va faire, c'est que les agents deviennent complètement industrialisables puisque si de la même manière, hein, si je peux connecter tout ensemble, bah, forcément, je vais pouvoir les faire travailler ensemble. Donc l'idée, c'est évidemment pour toutes les entreprises qui sautent sur ces sujets, d'IA agentique, sur lesquels à nouveau on va revenir, il va falloir sauter, pas du tout à pieds joints, mais avec, en se mouillant la nuque, les bras, enfin la totale. C'est que, bah, du coup, je vais complètement réduire le coût d'intégration de mes systèmes d'intelligence artificielle, puisqu'avant, il fallait que je développe des API, des protocoles, même qu'il fallait qu'ils se parlent entre eux. Enfin, c'était du coup, bien plus compliqué. Là, on a une accélération dans l'écosystème qui est évidente parce qu'il y a une interopérabilité qui est monstrueuse entre tous ces outils. Le problème, c'est que, bah, ces connecteurs, c'est en eux-mêmes des surfaces, d'attaque parce que si c'est eux qui font le pont entre les différents outils, bah, en fait, c'est aussi là, où à partir du moment où je crée un pont, je crée d'une certaine manière une faille ou un risque, question de point de vue, mais en tout cas, je vais vraiment créer, heu, des surfaces d'attaque supplémentaires qui n'y étaient pas. Parce qu'en plus, dedans, je vais y retrouver un certain nombre de choses, notamment, des descriptions, des jetons d'accès sur lesquels je vais pouvoir, m'amuser. Alors, ces protocoles, en fait, c'est ce que vous aviez en réalité avant, si on fait une analogie avec, les API et toute la chaîne logicielle qu'on pouvait avoir avec, ces différentes dépendances entre chacune. Mais là, en fait, on a juste un acteur qui est supplémentaire, c'est le fameux modèle qui, lui, va sélectionner les outils, il va sélectionner aussi les paramètres, le tout à partir d'un contexte qui est aujourd'hui textuel et c'est peut-être là tout le problème, et qui, bah, parce qu'il est textuel est par défaut complètement, manipulable. Ce qui rend en fait le sujet de la gouvernance absolument central dans l'IA agentique. C'est, bah, en fait, qui va autoriser un serveur MCP et comment j'en vérifie l'origine? Qui va limiter son scope? Qui va le surveiller? Comment on le surveille? Et puis combien il y a de connecteurs agentiques qui sont
aujourd'hui utilisés dans l'organisation. La plupart des organisations, on l'a dit, hein, on était à 5 en 2025, donc la plupart des organisations aujourd'hui n'ont rien, mais demain, on s'est dit 40 en 2026, fin 2026, c'est dans 6 mois. Donc en fait, vraiment tout à fait dans 6 mois d'ailleurs, quasiment, à 15 jours près. Donc vraiment pour le coup, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, peut-être pour vraiment bien comprendre, la différence, on va prendre un cas très ordinaire, très concret, heu, que je trouve très parlant. Le cas, c'est un email de relance fournisseur qui arrive dans la boîte comptabilité. Concrètement, si j'avais un chatbot, je vais avoir un chatbot qui va résumer l'email et qui va éventuellement proposer un brouillon. Et ensuite, j'ai un humain qui va ouvrir l'ERP, qui va ensuite aller vérifier la facture, qui va ensuite regarder s'il y a une analyse d'écart, comprendre pourquoi finalement on n'a pas payé, ce fournisseur, qui va décider de l'action. Est-ce qu'on paye ou non le fournisseur et en tout cas, est-ce qu'il y a une bonne raison de le payer? Qui va préparer la réponse et puis ensuite, une fois que la réponse sera envoyée, tout ça va être archivé. On va avoir un gain, qui est réel, hein, mais qui en fait est limité à quelques tâches, cognitives qui sont, bah, je lis l'email, j'ai le numéro de facture qui va s'afficher automatiquement, mais en fait, c'est moi qui fais tout le boulot. Quand on a un agent, si on crée un agent sur ce type de vérification ou de suivi des relances fournisseurs, par exemple, bah là, le système va lire l'email, il va lui-même identifier la facture, il va lui-même interroger le RP, il va lui-même vérifier le statut de paiement, il va potentiellement toujours lui-même détecter, l'écart et il va proposer un règlement qui soit là pour le coup, purement bancaire donc et il va juste notifier le comptable pour validation. Alors, il y a 2 options, si le comptable doit tout revérifier, bah, évidemment on n'aura pas gagné de temps, enfin ou en tout cas assez peu. Mais là, en fait, on n'est plus à la base sur je vais, gagner du temps de rédaction, de mon email. Non, non, j'ai automatisé toute une partie du process. Mais là, tout de suite, vous voyez que la symétrie en matière de risque, elle est, assez immédiate. En fait, le même canal, email, c'est lui qui apporte le travail à traiter, bah, c'est aussi lui qui peut apporter l'instruction malveillante. L'accès ERP qui, en fait, donne de la valeur, c'est aussi cet accès-là qui va pouvoir permettre d'exfiltrer la donnée. Et cette validation humaine qui est censée, sécuriser d'une façon, globale, en fait, elle est insuffisante si elle ne permet pas de voir les bons éléments et notamment ces 2 éléments-là. Donc en fait, l'idée, c'est que vous gardiez un petit peu ce scénario comme fil rouge parce que aujourd'hui, votre, agent comptable, je ne parle pas du comptable, hein, je parle de l'agent comptable qu'on aura créé, bah, il est hyper utile parce qu'il va savoir lire, vérifier et préparer une action. Mais en fait, c'est exactement pour ces raisons-là qu'il est aussi extrêmement dangereux pour, heu, l'entreprise. Et j'ai perdu ma souris pour faire défiler le slide, ce qui est embêtant. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, ben, en réalité, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui, heu, qui essayent, mais il y en a assez peu qui déploient. Concrètement, alors on a très bien compris pourquoi, c'est que en fait, les risques sont, assez, importants. Heu on arrive assez peu à industrialiser parce qu'en fait, on n'a pas de cadre de gouvernance et donc du coup, le sujet, c'est pas tellement un problème de performance parce qu'a priori, de tout ce que je viens de vous dire, vous imaginez bien que, là, sur un agent comptable, on pourrait avoir une performance qui soit assez élevée. C'est plutôt un problème de confiance opérationnelle. C'est-à-dire, est-ce que moi, j'accepte qu'un agent fasse tout ça à ma place et si finalement je dois relire tout ce qu'il a fait, bah, en réalité, est-ce que j'ai vraiment un gain de temps? Donc, c'est ce qui fait qu'entre le POC et la prod, il y a un petit moment de latence, et en fait, il c la mise en place même de cet agent, bah, en réalité, elle pose un grand nombre de questions. C'est en fait, bah, qu'est-ce qu'on je lui donne comme droit?
quelle action va nécessiter une approbation humaine? Est-ce que c'est juste le versement au fournisseur? Est-ce que c'est la vérification? Est-ce que, on même l'écart qui a été constaté nécessite une validation humaine? Et puis, en fait, qui est responsable de cet agent, globalement? Comment est-ce que je pourrais détecter une dérive? Est-ce que je pourrais la voir facilement ou pas? Et comment je peux le couper? Si à un moment j'estime qu'il part complètement, en cacahuète, comment je vais couper cet agent? Donc du coup, le vrai problème dans les organisations aujourd'hui, c'est pas tellement, l'efficacité du modèle, même si en réalité il y a des choses sur lesquelles on n'est pas encore totalement au point. C'est la vraie question, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui toutes les fonctions que je pense beaucoup d'entre vous représentent aujourd'hui, la data, la cyber, la conformité, bah, en fait, se disent en réalité, comment je me lance sur, le sujet. Donc je vous ai mis quelques chiffres, ici, qui sont, bah, sortis de comment on appelle ça? D'études, là encore, de McKinsey. 62 des entreprises qui expérimentent des agents, IA, bon, on est vraiment au stade de l'expérimentation. Ce qui veut dire qu'on a quand même un un des zones de risque qui sont assez importantes. Alors, dans ces zones de risque, bon, l'idée ici, c'est d'objectiver un petit peu les mécanismes. On va essayer de pas, trop dramatiser le sujet, même si en réalité, vous allez comprendre que, la perte de contrôle qu'on a par définition, forcément, elle va, être importante. Donc l'idée, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui a été fait et ce que sur cette base-là, ce qu'on aurait pu faire pour réduire le risque. Alors, peut-être avant, un point qui peut être utile d'une façon générale, c'est ce qu'on appelle le référentiel OWASP, pardon, Top 10 Agentic. Alors, lui, c'est pas du tout, il vient pas du tout, s'ajouter, au référentiel cyber classique, alors notamment de l'ANSSI, hein, mais de l'ISO 42001, de l'AI Act et autres réjouissances. C'est vraiment une taxonomie très technique qui est adaptée au système, agentique. Donc là, en fait, vous avez la liste, hein, des 10, heu des 10, des 10 risques qui ont été identifiés. Donc, je ne vais pas commenter les 10 lignes de façon très détaillée, mais vous avez ce qu'on appelle évidemment le détournement, d'objectifs, c'est le premier, hein, le goal hijack. Le mésusage des outils, c'est-à-dire l'outil ne va pas être utilisé en fait pour l'objectif qu'on s'était fixé, mais ça ne veut pas dire qu'on détourne complètement l'objectif. L'abus d'identité et de privilège, je ne suis pas administrateur et je vais quand même avoir accès à des données administrateurs. Ce qu'on appelle le supply chain agentic, l'exécution de code inattendu. Donc en fait, je vais exécuter un code qui n'était pas prévu. Je vais empoisonner la mémoire ou le contexte pour faire en sorte que, en réalité, demain, il va un petit peu changer son organisation ou surtout me répondre des choses qui ne sont pas ce que j'attendais. De la communication interagents qui soit évidemment non sécurisée, qui là, du coup, permet d'entrer dans le système assez facilement. Des défaillances en cascade d'outils qui finalement vont remonter et polluer la globalité de l'agent. Et puis ce qu'on a aussi dans la confiance que l'humain, vous le savez, hein, les systèmes d'intelligence artificielle sont très flatteurs et du coup, par définition, on a tendance à de plus en plus leur faire confiance. Et l'idée, c'est qu'évidemment, on peut avoir, une confiance qui vient, au contraire, qui vient d'être complètement phagocytée par ce sujet. En fait, l'idée là, c'est pas de revenir en détail sur, les 10 lignes, c'est de comprendre la logique. La logique, c'est qu'en fait, chaque risque va découler d'une capacité, agentique. Alors, en gros, ça veut dire que si, heu, l'objectif, peut poursui enfin, si l'objectif peut être détourné, bah, et je peux aussi avoir un outil qui peut être utilisé de manière totalement dangereuse ou qui peut être, pollué. Donc heu, c'est vraiment ça qu'on a comme idée. Il y a un concept transversal qui est à retenir, heu, qui est en tout cas promu par l'OWASP, mais aussi, vous allez le voir, par l'ANSSI, qui est ce qu'on appelle le least agency. Donc en fait, c'est le principe du
moindre privilège, dont l'objectif, c'est de faire en sorte que le système d'IA ait le degré d'autonomie le plus limité et les droits les plus limités possibles. Donc en fait, ça veut dire que l'autonomie, elle doit devenir finalement une permission qui va être accordée un petit peu progressivement, sur preuve, par action, et ça doit surtout pas être par défaut le réglage. Vous allez le voir, c'est aussi, la vision de l'ANSSI. La CNIL, j'ai pas vu beaucoup de documentation sur le sujet. Alors, à juste titre, parce que là, on est moins sur des sujets de données à caractère personnel que sur des sujets de sécurité de façon globale, mais heu, mais voilà. Donc je vais vous donner maintenant deux-trois cas qui se sont réellement passés pour que vous on comprenne bien la mécanique. Le premier cas, c'est Ecolic qui a été, divulgué en 2025 autour de Microsoft 365 Copilot. Donc là, en fait, c'est une vulnérabilité qui depuis a été, corrigée, heu et du coup, il a Microsoft avait dit: «Bah, je j'ai pas vu de cas, constatés d'exploitation chez des clients, mais en tout cas, c'est en cas d'école, il est assez éclairant». Le mécanisme, c'est le suivant: il y a un attaquant qui envoie un email qui paraît totalement, ordinaire. Dans le corps du message, mais invisible pour nous, utilisateurs humains, il y a des instructions qui sont conçues, pour qu'un assistant IA puisse les lire. Donc là, pour le coup, l'email, il peut rester totalement dormant. Je suis toujours sur mon email de fournisseur. J'ai mon fournisseur X, qui en a marre de ne pas être payé, qui m'envoie un email de relance. Le mail, je le reçois, j'ai des instructions cachées. Pour l'instant, au début, il n'est pas traité. Donc c'est un email qui est dormant. Moi, je vais pas cliquer dessus. J'ai aucune pièce jointe à ouvrir. C'est un email qui paraît fondamentalement dormant. Mais plus tard, bah, en fait, je vais, moi, en tant qu'utilisateur, soit interroger mon assistant, sur ce fournisseur, ça peut être aussi un projet, un échange, peu importe, et là, mon petit moteur de recherche, enfin mon assistant, qui va aller chercher, l'information interne, il va récupérer cet email parmi tous les contenus qui peuvent être pertinents. C'est ce qui se passe quand vous utilisez, Microsoft 365 Copilot dans votre environnement et que vous lui dites: «Bah, tiens, en fait, je cherche tout ce qui concerne tel fournisseur». Du coup, je pourrais récupérer, par exemple, tous les emails que lui a envoyés, avant cette dernière relance, et donc ils vont me ressortir à ce moment-là. Et il va les sortir comme contenu pertinent. Du coup, le modèle lit les instructions qui sont cachées et en fait, il va les traiter comme une partie du contexte du travail. Donc ce qui est embêtant, dans cette idée, c'est que souvent aujourd'hui, dans les LLM tels qu'ils sont, classiquement, en fait, l'instruction et la donnée qu'on va utiliser, elles circulent dans le même médium. C'est du texte. Donc en fait, on peut avoir tout un tas de mécanismes de défense dans le LLM qui vont en fait réduire ce risque parce que, alors, il peut y avoir toujours, du prompt injection, hein, c'est pas le sujet, mais en fait, comme le modèle va étudier les 2 informations en même temps dans un seul et même prompt, en réalité, c'est assez facile. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Il va traiter l'email comme une donnée de contexte de façon plus large. Donc, cet accès qui est en fait très, très large aujourd'hui, bah, va donner la valeur parce que c'est comme ça que Copilot va pouvoir me répondre quelque chose qui m'intéresse, mais en fait, il va aussi devenir le risque. Heu, donc comment est-ce que, on peut me faire en sorte de critiquer tout ce genre de alors c'est pas du prompt injection, hein, là, d'instructions, complètement cachées, ben, c'est typiquement, de pas cumuler des données privées, des contenus qui seraient non fiables, des capacités de sortie qui seraient externes, le tout sous un même, comment dirais-je? Sous un même environnement. Voilà. Alors, on a un deuxième cas, qui est tout aussi, rigolo, qui a été rapporté à l'automne 2025, et c'est finalement l'un des premiers exemples publics de serveurs MCP qui seraient malveillants ou en tout cas qui a été compromis, dans un système.
Là, on a un package qui est destiné à permettre à des agents d'envoyer des emails via un outil qui s'appelle Postmark, heu et qui fonctionne initialement comme attendu. Et puis, en fait, à un moment, j'ai une version qui va introduire une modification très, très discrète, qui fait que les emails envoyés par l'agent sont confiés vers une adresse contrôlée par l'attaquant. Donc, en fait, l'outil reste totalement fonctionnel. Donc, en fait, j'ai pas de signaux faibles qui fonctionnent. Hem et enfin, j'ai pas de signaux faibles, je peux absolument pas m'en rendre compte, mais il n'empêche que j'ai une fuite de données monstrueuse. Là, dans ce cas, précis, on a une seule, hein, petite, ligne, de code qui a été rajoutée et en fait, qui fait que chaque email envoie cette copie cachée. On a, ça c'est pour le coup, c'est un cas qui est totalement documenté, 300 organisations qui ont été touchées et entre 3 000 et 15 000 emails exposés chaque jour. Donc vous imaginez la masse d'informations qui a été retenue. Donc en fait, là, ce que ça veut dire, c'est qu'un MCP, ça doit être traité pour tous ceux qui font, du RSSI aujourd'hui, comme une dépendance applicative qui serait complètement critique, avec les mêmes réflexes qu'il faut avoir sur l'origine, la maintenance, les logs, la capacité de révocation, tout, tout ça doit être gardé. Si vous êtes DPO, le point qu'il faut peut-être plutôt retenir, c'est que là, en fait, si l'outil transmet à un moment ou à un autre de la donnée perso, bah, en fait, l'organisation doit savoir à qui, constamment, sur quelle base, avec quelle mesure. Mais quand je dis à qui, c'est avec un niveau, de technicité extrêmement important. Troisième cas, très rapidement, c'est là l'agent qui va se devenir finalement un accélérateur un petit peu, offensif. Donc là, c'est, une campagne qui a été présentée par Anthropic en novembre 25, qui a été présentée comme une campagne de cyberespionnage qui était quasiment, à 90 orchestrée par un système d'IA. Là, alors, très mettons-y un petit peu de recul, ça a suscité beaucoup de débats dans la communauté, cyber sur le vrai degré d'autonomie. Mais en réalité, il faut quand même l'avoir en tête. Là, l'acteur de la menace, il a utilisé des capacités agentiques pour automatiser une part, très significative de la chaîne d'intrusion. Donc on est vraiment sur de la cyber pure et dure, reconnaissance, recherche de vulnérabilité, exploitation, exfiltration de données. En fait, finalement, l'intervenant, bah, il intervenait quasiment pas et l'agent exécutait toutes les tâches opérationnelles. Ça veut dire qu'une, un système agentique peut être utilisé comme, un système d'attaque, hein, comme une arme vraiment en cybersécurité avec une réduction évidemment de coûts de chacune de ces étapes qui fait que finalement c'est accessible un petit peu à tout le monde. Vous allez me dire que la partie cyber elle l'était depuis longtemps, mais tout de même, ça montre en fait si maintenant on peut même créer des agents, non pas je dirais pas en les détournant de leurs objectifs initiaux, mais sur ces objectifs, d'y construire des, objectifs qui seraient pas tout à fait conformes, on va avoir, un certain niveau de risque plutôt important. Mais donc ça veut dire que là, autant, cet agent qui devient un accélérateur pour l'attaquant, bah, en fait, ça veut dire que l'agent interne, il peut être manipulé exactement sur des logiques similaires en segmentant les tâches, en détournant par morceaux, voilà. Alors maintenant, si on passe à l'encadrement juridique de tout ça, juste, il y a il y a pas de vide juridique, contrairement, à ce qu'on pourrait croire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça va mettre un petit peu en vision un petit peu différente les obligations qu'on connaît déjà. En fait, c'est simple, côté AI Act, un agent, c'est juste un système d'intelligence artificielle. Par contre, quelle est sa qualification? Parce que là, en fait, pour trouver la finalité, le niveau d'autonomie, l'impact potentiel, en réalité, il va falloir rentrer vraiment dans la technique, parce qu'en réalité, on peut avoir des documents ou des composants techniques qui sont a priori peu sensibles dans un cas d'usage, documentaire, mais en fait qui vont devenir à haut risque parce qu'ils vont, être utilisés, je ne sais pas moi, typiquement, dans des sujets liés à l'emploi. Alors,
Vous savez, vous avez probablement entendu à grand bruit hier soir la validation, par le Parlement européen de l'omnibus. À nouveau, on est content, ça veut dire qu'on a un peu plus de temps pour se mettre en conformité, mais on est quand même sur décembre 2027. On n'est pas dans décembre 2027, c'est dans 18 mois, ça va vite, 18 mois, surtout vu tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, côté RGPD, bah, le problème, c'est que, en fait, vos données personnelles, vous les avez partout. Dans le prompt, dans les sources, RAG, dans ce qu'on appelle l'embedding, donc tout ce qu'on va lui donner, en entrée, dans la mémoire, dans les appels d'outils, dans les données de feedback. En fait, j'en ai partout, potentiellement de la donnée personnelle. Donc là, un agent qui va accéder à l'ensemble, il va créer une nouvelle, surface de risque et là, bon, vous allez me dire que ça ne reste ni plus ni moins qu'un traitement de données à caractère personnel, mais un traitement qui commence à devenir un petit peu complexe puisque c'est un méga traitement qui supervise plein d'autres traitements. Donc bon, à définir ça enfin à décrire, ça va être encore, heu, pas simple et en plus on a, pour rappel, hein, ce fameux article 22 où on se disait que, bah, il y a de la décision automatisée, donc en fait, c'est bon, je suis dedans. Parfois, l'agent va pas produire une décision automatisée au sens juridique de l'article 22. Ça ne voudra pas dire qu'il pourra y avoir d'impact sur les données personnelles ou significatif sur des personnes. Je vous prends l'exemple, des systèmes, par exemple, d'eau, ça peut être typiquement, bien le type de sujet. Après bon, vous avez les AIPD, voilà. Bon, on n'est pas, d'une façon générale, sur un parce que ce qu'il faut retenir à mon sens, sur l'AI Act et sur la documentation qui est associée, c'est que d'abord tous les agents ne seront pas considérés comme étant à haut risque. Pour autant au sens de l'AI Act. Pour autant, à mon sens, il va falloir tout autant, les documenter et autant le faire maintenant parce que si on doit le faire d'ici, en tout cas autant le faire en natif parce que si vous devez le regarder en legacy, en sens inverse, ça va commencer à devenir très compliqué. On a un dernier cas, qui est un petit peu compliqué et là, pour le coup, c'est un incident qui date de juillet 2025. Je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est la suppression d'une, base de production lors d'un usage d'un agent de développement. Vous en avez entendu parler d'un autre cas encore plus récent, je pense avec les 30 000 lignes de code qui ont disparu, en l'espace de 2 secondes. En tout cas, c'est un récit qui a marqué, beaucoup de dirigeants parce qu'en fait, on reçoit, heu, enfin l'agent va recevoir des instructions de gel du code et pourtant, il va quand même exécuter des actions, supprimer des données de production, puis produire des données erronées sur tout ce qui s'est passé. L'objectif, c'est pas de faire de la psychologie ici, c'est plutôt de se dire: «OK, en fait, est-ce que il a eu un mauvais jugement comme un humain, parce qu'un humain, ça arrive, hein, on ne dit pas pour rien que l'erreur est humaine, on est quasi sur, de la philosophie ici. Mais en fait, l'erreur, elle est liée à l'architecture du système tel qu'il a été conçu. Pourquoi est-ce que, l'agent, il avait un chemin vers une base de production? Et pourquoi, quand il y a une action potentiellement irréversible, elle n'était pas bloquée par un contrôle indépendant? C'est-à-dire de dire, bah, en fait, si j'ai une, action qui peut être faite et qui emporte des conséquences irréversibles, je dois avoir un contrôle humain. Là, il y a rien du tout. En fait, l'idée, c'est de se dire, on peut pas supprimer, en fait, on va pas sécuriser un agent en lui répétant, «Ça, tu dois pas le supprimer». En fait, on va lui retirer et lui cloisonner son environnement, faire des validations qui sont hors modèle initial, journaliser et analyser les commandes et le tout, sans se dire qu'il y a pas de supervision, humaine. Là, on est sur non pas des hallucinations en chaîne, mais avec des impacts, qui sont, assez importants. Alors dernière famille de risques et après je m'en arrête là sur la partie risque, c'est le facteur humain. Le facteur humain, il est totalement sous-estimé parce qu'en fait, on se dit: «Si j'ai un humain in the loop, tout va bien». Bon, bah, en fait, j'ai le 1er, qu'on connaît, c'est l'exploitation de la confiance humain, agent. En fait, là, ce qu'on peut avoir, c'est des contenus qui seraient saisis dans un formulaire ou un champ métier
ça peut contenir des instructions qui seront ensuite lues par un agent dans un contexte qui apparaît a priori totalement légitime. Donc si, l'agent, en fait, derrière, il peut communiquer vers l'extérieur, on a un risque. L'humain, ensuite, peut croire qu'il déclenche une opération normale sans voir que l'agent, il a récupéré plus de données que ce qu'il avait le droit de récupérer et préparé une sortie externe sur lequel il y a pas de problème. En fait, on parle ici de, human in the loop aveugle. Donc en fait, il rassure sur le papier, hein, on a là, mais en réalité, il contrôle pas. Heu, donc voilà. Le dernier, hem, le dernier, risque qui est pas neutre, hein, c'est ce qu'on appelle l'agent rogue. Donc ça, c'est un agent qui est totalement autorisé, de confiance, qui a tous les droits qui vont bien, mais qui dérive par défaut du comportement qui était attendu. On est un petit peu sur, une menace, interne, mais avec une capacité et une opacité qui sont complètement différentes. Donc ce que vous voyez là, c'est on a moi je vous avoue qu'en préparant ce webinaire et en prenant tous ces cas, je me suis dit: «Oh là là, je vais leur faire vraiment peur». Ils vont se dire: «Non mais jamais je déploie un système, d'intelligence artificielle». Bah, vous avez un petit peu raison parce qu'aujourd'hui, l'ANSSI a eu un message qui était assez clair, qui est peut-être le signal le plus frappant. Il est français, alors vous allez me dire: «C'est toujours les Français qui ont ce genre de comportement». Ils ont publié, c'est très récent, hein, ça date d'avril, un bulletin global sur les risques d'automatisation par IA agentique sur les postes de travail. En fait, ce qu'ils disent, c'est pas en l'état. Pas de déploiement non maîtrisé d'agents, qui soient capables d'accéder à des fichiers, d'exécuter des actions, d'interagir avec plusieurs outils sans un cadre RSSI hyper sécurisé. Donc on n'est pas sur du refus, d'innovation, hein, mais bon, l'objectif c'est on est très dans la doctrine cyber, habituelle, c'est je cartographie les actifs, je regarde quelle est, ma surface d'attaque, je maîtrise bien mes droits et voilà. Et de tout ça, il dégage en fait 3 grands, chantiers. Le premier, cartographier, se dire quels sont les agents qui sont déjà installés, les connecteurs, les serveurs MCP, quelles sont les extensions et bien sûr, quel est le shadow AI. Ensuite, j'évalue. Je regarde l'analyse, de la surface d'attaque avant toute mise en production. Je regarde aussi les environnements qui pourraient traiter des données sensibles, ce qui veut dire qu'il faut que j'ai cartographié la criticité de mes données et la sensibilité de mes données. Et enfin, ça veut dire qu'il faut que j'adapte mes référentiels internes. Donc charte info, politique d'habitation, règles d'usage, tout ça, je dois en avoir la parfaite maîtrise. Le meilleur, pilier pour s'assurer que les agents ne fassent pas n'importe quoi, en fait, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance, c'est-à-dire l'organisation qu'on met en place avec différentes fondations. En l'occurrence, on en a listé 4. La première, c'est le registre des agents. Donc je dois savoir quels sont tous les agents que j'ai, s'ils sont internes, si c'est du SaaS, leurs propriétaires, les finalités et tout ça. En fait, on est très en lien avec le registre des traitements ou le registre des systèmes d'intelligence artificielle. Je pilote pas tant que je ne sais pas ce que j'ai. La deuxième fondation, c'est une vraie politique Least Agency. Donc je vous rappelle, hein, c'est le minimum d'autonomie, et donc avec, des des, critères. Quand est-ce que je mets de la lecture seule? Quand est-ce qu'il doit faire de la proposition? Quand est-ce qu'il fait de l'action après validation? Quand est-ce qu'il a une autonomie qui peut être bornée? Ou qu'est-ce que je pense comme étant, autonomie qui, à mon sens, est critique avec des garde-fous et qu'est-ce que je mets comme garde-fou? Troisième élément absolument indispensable, un comité de validation, où là, j'ai une décision qui est bien formalisée de mise en production. On veut pas alourdir le projet, mais je rappelle quand même tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc si, en fait, on va alourdir le projet. Quatrième fondation, là, on a les vendors risk assessment étendus à l'agentique. Donc ça veut dire que mes revues fournisseurs, elles ne sont pas que sur les modèles, elles sont aussi sur les orchestrateurs, les connecteurs, les serveurs MCP, les fameux packages, tout. On regarde tout globalement. Donc c'est pas, faire un comité pour faire un comité, mais c'est par définition validé. On a
7 contrôles techniques qu'il faut mettre en place. Le premier contrôle, c'est l'identité. On a une identité, propre par agent. On ne doit pas avoir un espèce d'agent qui fonctionne comme un fantôme sous un humain ou pire, sous un compte partagé. Alors là, ce serait vraiment le pire du pire. On doit lui fournir presque une identité avec, des jetons qui sont courts et la possibilité de le révoquer rapidement. Ensuite, avoir en tête qu'un agent, il devient vraiment dangereux quand il cumule 3 propriétés. Et les 3 propriétés, c'est: j'ai de la donnée privée, j'ai du contenu non fiable, en tout cas, je peux être exposé à ce contenu non fiable, notamment par internet, ou je peux sortir des données à l'extérieur. 3 grands critères. Donc une fois qu'on les a là, bah, en fait, il faut éviter systématiquement d'avoir les 3 en même temps. C'est aussi simple, que dire bonjour. Voilà, j'évite d'avoir les simples dans mes règles de conception. Troisième contrôle qui nécessite d'avoir une politique human in the loop à côté, c'est justement l'humain et la validation humaine qui soit calibrée. Je la réserve aux actions sensibles, mais surtout, en fait, elle doit être intelligible. C'est-à-dire que l'humain doit voir concrètement les paramètres qui sont utilisés, les données, les effets qu'on attendait et du coup, quand il va cliquer sur le bouton «Approuver», bah, en fait, c'est un vrai, approval. C'est pas: «Bah, tiens, oui, j'ai juste mis un truc à cliquer et ça fonctionne». Après, les autres contrôles, c'est plutôt des contrôles qui sont liés à, l'architecture, donc la journalisation qui peut être, rejouable, bien entendu, des kill switch qui permettent justement de suspendre l'agent, heu et voilà et puis surtout, avoir en tête bien l'ensemble des paramètres. Donc en tout cas, dans le principe même de conception de ces architectures, on doit être sur bah, le modèle propose, le système va autoriser. Mais j'ai à chaque fois, dans la conception, c'est pas je propose et j'autorise en même temps, c'est je dois pouvoir distinguer les 2 étapes. Et surtout, bah, si j'ai une autorisation globale, elle ne doit pas venir du modèle en lui-même. Dernier, pilier, c'est, l'articulation des référentiels. Alors, en fait, on a 150 cas référentiels. Vous avez l'AI Act qui est vraiment l'obligation, légale. L'ISO 42001 qui est la partie, certification. Donc, du coup, c'est une structure de système de management, hein, avec, des responsabilités, des processus, l'amélioration continue, l'auditabilité, bien entendu. Le NIST qui là donne plutôt un moteur d'analyse de risque, qui soit continu et qui est là pour le coup un NIST AI, donc un spécifique AI. Ensuite, on a la taxonomie, technique et puis vous avez tout un tas de recommandations, diverses et variées. Là, vous faut pas que vous ayez une vision, des conformités en parallèle. L'idée, c'est que vous ayez en un seul et même socle, une gouvernance qui soit bien conçue et qui soit conçue sur la base de tous ces référentiels. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour, se mettre en conformité ou en tout cas s'assurer? Bon, 5 étapes assez simples: cartographier, qualifier, encadrer, outiller et ensuite faire vivre le fameux run. Cartographier, j'identifie mes agents. 2, je les qualifie. Pour chaque agent, je définis la finalité, les données, les bases de données, la présence ou non, de criticité, le niveau d'autonomie, la classification, tout ça. Étape 3, je définis ma politique de list agency avec mes règles de validation humaine, mes interdictions, les contrats fournisseurs que je veux imposer, ce que je ne veux pas voir, ce que je veux accepter. Avant-dernière étape, j'outille, je mets en place des sandbox concrètement, hein, donc je fais des bacs à sable, des tests, la validation de schémas, de politique et puis ensuite, c'est le point le plus critique, c'est la revue périodique et périodique, c'est pas une fois par an. Périodique, c'est le plus récurrent possible. Voilà, bon, j'ai un peu débordé parce que j'avais dit, que je laisserais 10 minutes pour les questions-réponses et puis là, j'ai vraiment un truc pas très beau que j'avais revu mais qui marche pas. Je vois pas de questions ou de commentaires. Alors soit j'ai été hyper claire, soit vous avez vraiment trop faim et les remarques, vous n'en avez pas beaucoup. Je n'arrive pas à savoir.
Alors je vois qu'il y a je pense que de nombreuses organisations manquent encore de processus bien structurés, de compétences techniques ou de visibilité. Tout à fait. D'où les freins et à nouveau, j'espère vous avoir donné, de ce point de vue-là, quelques éclairages sur le sujet. Mais je suis inquiète qu'il y ait pas de questions ou de commentaires. J'arrive pas à savoir si c'est parce que c'était clair ou si c'est parce que, je vous ai, complètement assommé. Voilà. Bon, heu, j'attends encore une petite minute et puis s'il y a pas de questions, eh bien, je vous libérerai, même si je pense que vous ne m'aurez pas attendu pour, être libérée, délivrée et vous me remercierez de vous avoir mis cette chanson dans la tête. Voilà. Bon, alors peut-être point très important, nous allons de ce webinaire en sortir un petit livre blanc, donc n'hésitez pas après à le télécharger. Mieux que ces quelques slides plats, vous aurez, tout le contenu de ce que je viens de vous raconter dans un livre blanc que je vous invite donc à télécharger. Si vous avez d'autres questions et que vous n'avez pas osé les poser, dans le chat, bah, je vous invite à les poser, peut-être, heu, sur LinkedIn ou à nous envoyer un mail. On sera ravis, d'y répondre. À nouveau, je vous remercie beaucoup pour, votre, écoute et voilà, heu et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, pour un nouveau webinaire. On en aura un prochain au mois de juillet. Voilà, il me reste donc à vous souhaiter une très, très bonne journée, bon appétit et à bientôt. Au revoir.